Bon, je peux tout vous expliquer. En fait, je me trouve en Géorgie et comme c'est un peu compliqué de trouver un endroit où tourner, je préférais la nature. Ouais. Enfin bref, il y a un peu plus d'un mois, la politique allemande connaissait un tournant inédit. En Allemagne, une élection anticipée et des résultats historiques. Historique pour l'AfD d'abord, le parti d'extrême droite qui a doublé son score en 4 ans. Et oui, comme vous l'aurez compris, on va encore parler d'un AfD aujourd'hui. Mais pas de l'Agence française de développement, de l'Alternative für Deutschland. Donc l'AfD est un parti d'extrême droite allemand qui a été créé en 2013 et qui, d'élection en élection, n'a cessé de gagner des électeurs. Jusqu'au mois dernier où elle a battu son record aux élections législatives anticipées avec 20% des voix et 152 députés élus au Bundestag. On en a notamment entendu parler à travers leur campagne ponctuée de promos très polémiques, mais également parce qu'ils ont eu un soutien total d'Elon Musk et de J.D. Vance, qui sont des piliers de la nouvelle administration américaine. Donc le vent en poupe, l'AfD a essuyé de nombreuses critiques de la part d'électeurs, d'observateurs, de politiques, les considérant comme de véritables néo-nazis. Donc sur X, il y a énormément de personnes qui ont défendu le parti, et cela à travers plusieurs arguments. En demandant les liens. C'est quoi le lien concret entre nazisme et AfD, s'il te plaît, pour qu'on soit informé? Le nazisme, dont l'essence est la haine du juif, quel rapport avec l'AfD? En mettant en avant l'homosexualité de la leaduse Alice Weidel. La femme à la tête de l'AfD est lesbienne. Le nazisme, c'est plus que c'était, Guignol. Ou alors en clamant que si ce parti était véritablement néo-nazi, eh ben, il aurait été interdit. Le nazisme est interdit en Allemagne, l'AfD n'est pas interdit, donc n'est pas nazi. Je suis donc allé à la rencontre de Valérie Dubslav, maîtresse de conférence à l'université Rennes 2, spécialiste de l'histoire et de la civilisation de l'Allemagne contemporaine. Donc c'est parti. Je m'appelle Valérie Dubslav, je suis maîtresse de conférence à l'université Rennes 2, rattachée au laboratoire Eremite. Je suis spécialiste de l'histoire et de la civilisation de l'Allemagne contemporaine et je me suis intéressée dans ma thèse de doctorat aux femmes dans un parti néo-nazi qui s'appelle le NPD, le Parti national-démocrate d'Allemagne des années 60 à nos jours. Alors on peut dire déjà que l'extrême droite contemporaine est très hétérogène, c'est-à-dire que ça va de courants qui sont conservateurs nationalistes et jusqu'aux néo-nazis purs et durs. Et donc il y a vraiment une diversité de courants dans l'extrême droite actuelle. Alors parmi le noyau dur des néo-nazis, on retrouve très clairement des proximités avec le national-socialisme historique. Ce sont des gens qui vont se revendiquer du national-socialisme historique, qui vont reprendre les symboles, les codes, qui vont reprendre des éléments de programme. Alors ce ne sont pas forcément des gens qui connaissent très bien la matière, mais qui vont par exemple être favorables à des idées qui disent qu'il y aurait une race aryenne supérieure aux autres, par exemple, ou qui vont vouer un culte à Adolf Hitler ou à d'autres dirigeants nazis. Donc eux, c'est très explicite. Pour l'AfD, c'est un peu plus compliqué parce que l'AfD ne peut pas se réclamer ouvertement du national-socialisme, mais on sait que certains dirigeants ont des affinités très nettes avec le national-socialisme. Par exemple, Björn Höcke, qui est le chef de la fédération thuringoise de l'AfD, ou Maximilian Krah, qui était le chef, la tête de liste aux élections européennes en 2024, ou encore un autre militant qui s'appelle Matthias Helfferich, qui est député actuellement, nouveau député du Bundestag, et qui lui-même se présente comme visage sympathique du national-socialisme. Donc lui, il le dit explicitement, mais c'est très rare. Il n'est pas sanctionné pour... Eh bien, il a été sanctionné, il était marginalisé très longtemps, tout comme Maximilian Krah d'ailleurs, et ils viennent d'être intégrés tous les deux dans le nouveau groupe parlementaire de l'AfD au Parlement fédéral. Donc, et pourquoi vous dites qu'ils ne peuvent pas, l'AfD ne peut pas se revendiquer Parce qu'il sait très bien que s'ils se revendiquent ouvertement du national-socialisme, d'abord c'est pas acceptable dans la société allemande, parce que la société allemande reste quand même majoritairement, ça fait consensus, reste majoritairement anti-nazi, donc très clairement démocratique, donc c'est pas acceptable. Et deuxième point, c'est que l'AfD risque l'interdiction si jamais elle se montre trop réceptive, trop ouvertement nazie. Mais donc il existe ces affinités et ce sont des personnalités qui normalisent un peu les idées nazies alors qu'elles vont les actualiser, les adapter un peu à l'actualité. Pour vous donner un exemple peut-être d'un principe qui ressemble le plus à des idéaux nationaux-socialistes, c'est l'idée de remigration qui a fait un peu son apparition au cours des années 2024.
C'est un terme qui vient de l'identitaire autrichien Martin Sellner et qui a été popularisé par lui, qui a été repris et qui est maintenant vraiment revendiqué par l'AfD. Et derrière ce terme très euphémisant de remigration, il y a en fait un projet d'expulsion massive de personnes issues de l'immigration. Donc non seulement des demandeurs d'asile ou des réfugiés, mais aussi des personnes avec un passeport allemand. Et donc ça concernerait des millions de personnes, et ça pourrait par extension aussi toucher des journalistes, des opposants politiques, des universitaires, voilà. Donc c'est vraiment un plan massif. Et certains parlent non seulement d'éviction ou d'expulsion, mais aussi de déportation. Et donc ça rappelle vraiment des images. Oui, oui. Alors la déportation, c'est plutôt des ennemis politiques qui parlent de déportation, mais parce que ça ressemble beaucoup. Les expulsions, comment est-ce qu'on veut les réaliser? Donc ça rappelle vraiment des pages très sombres de l'histoire allemande. Oui, oui, absolument, parce que depuis 1945, depuis la conférence de Potsdam, les Alliés avaient décidé de dénazifier l'Allemagne. Ça passait aussi par l'interdiction non seulement de l'organisation du parti nazi, mais aussi par l'interdiction des symboles, des slogans nazis. Et donc, depuis 1945 et depuis 1949, la fondation de la République fédérale, il est interdit en Allemagne d'utiliser, par exemple, la croix gammée, d'utiliser le salut nazi, etc. Donc c'est interdit par la loi. On peut écoper d'une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros ou même une peine d'emprisonnement jusqu'à 3 ans si on utilise des symboles qui sont anticonstitutionnels. Mais il existe bien évidemment des esquives, des moyens de détourner. Un exemple qui est connu de code qu'utilisent par exemple les néo-nazis, c'est le 88. Le chiffre 88, c'est la 8e lettre de l'alphabet, c'est le H, donc HH qui donne Heil Hitler par exemple. Mais il existe plein d'autres symboles qui sont utilisés comme ça, qui ne peuvent pas être interdits parce qu'on ne peut pas interdire un chiffre. Donc il existe des esquives, mais sinon la Constitution allemande, la loi fondamentale, prévoit dans son article 21 qu'il est possible d'interdire un parti anticonstitutionnel. Et c'est arrivé 2 fois dans l'histoire de l'Allemagne, en 1952, à l'encontre du parti Sozialistische Reichspartei, le SRP, qui était vraiment un parti nazi, dans la continuité nazie du point de vue de son personnel, c'était des nazis, voilà, et du point de vue programmatique aussi, parce que le SRP reprenait quasiment mot pour mot le programme du NSDAP. Donc il a été interdit en 1952. 4 ans après, on a interdit le Parti communiste, donc on a tapé une fois à l'extrême gauche, une fois à l'extrême droite. Et on a essayé dans les années 2010 d'interdire un autre parti, qui est le NPD, le Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Et en 2017, la Cour constitutionnelle fédérale l'a bien jugé anticonstitutionnel, a bien vu la continuité avec le national-socialisme historique, mais ne l'a pas interdit en disant que ce parti n'était pas assez dangereux, pas assez offensif, et que du coup on n'avait pas besoin de l'interdire. Donc il ne suffit pas de représenter l'idéologie pour être interdit, il faut normalement passer à l'action. Normalement si, mais les juges de la Cour ont décidé que non. Ça avait fait débat? Oui, ça avait fait vraiment débat, et moi personnellement je pense que c'était une erreur. Alors ils ont décidé de couper, de supprimer le financement public, le financement de l'État de ce parti-là, mais je pense que ça ne suffisait pas. Et du coup, alors le parti s'est rebaptisé, il ne s'appelle plus NPD aujourd'hui, il s'appelle Heimat maintenant, la patrie. Mais donc voilà, et actuellement il y a des discussions, enfin il y a la revendication de certains députés du Bundestag de relancer une procédure d'interdiction à l'encontre de l'AfD cette fois, mais qui ne risque pas d'aboutir tout de suite. Est-ce que cette continuité on la retrouve que dans le NPD, ou il y a aussi, on peut la retrouver un peu dans l'AfD? Est-ce qu'il y a des idées quand même, ou alors c'est vraiment une résurgence indépendante sur d'autres fondements? Pas du tout avec des réseaux comme ça qui ont parcouru toutes ces années. Ouais. C'est un peu difficile à dire, parce que c'est toujours difficile de retracer une généalogie complètement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'après 1945, après la chute du régime nazi, l'extrême droite n'a pas cessé d'exister. Elle s'est toujours réorganisée, réactualisée, elle a créé de nouveaux réseaux, etc. Donc il y a quand même une forme de continuité, même s'il y a eu énormément de scissions, de recréations. C'est un peu l'histoire particulière de ce milieu politique-là, c'est que voilà, il y a beaucoup de nouvelles organisations qui sont fondées à différents moments de l'histoire.
mais il y a quand même toujours une forme de continuité au niveau des acteurs, ce sont toujours un peu les mêmes. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on observe une continuité familiale aussi, c'est-à-dire que chez les activistes vraiment purs et durs d'extrême droite, c'est une affaire de famille. Le militantisme, c'est-à-dire que ça commence dans la famille, les valeurs sont transmises aux enfants, et ces enfants-là, de leur côté, aussi retransmettent à leurs enfants, donc il y a vraiment une généalogie qui se crée. Pour vous donner un exemple, une des principales dirigeantes de l'AfD, c'est Beatrix von Storch, qui est la petite fille du dernier ministre des Finances d'Hitler. Et Alice Weidel, pareil, figure de proue là, lors de la campagne électorale en 2025, son grand-père était juge nazi et SS. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a un déterminisme familial, c'est pas parce que le grand-père est nazi que les petits-enfants vont l'être aussi, mais en tout cas, on observe ces continuités-là qui sont des continuités familiales et qui sont entretenues aussi par des réseaux d'extrême droite, des organisations d'extrême droite qui essayaient de former la relève aussi. Donc, il y a des continuités. Et donc, il y a toujours eu l'extrême droite. Il y a eu des moments de cristallisation où l'extrême droite a eu de bons scores, dans les années 60 par exemple, au début des années 90 aussi, c'est un autre moment de cristallisation. Et puis pour l'AfD, on observe une forme de montée, d'essor continu depuis les années 2010, depuis la fondation, avec un moment d'accélération vraiment en 2024, où elle a eu de très bons scores aux européennes et puis aux élections régionales à l'est de l'Allemagne, et puis là, début 2025, où vraiment elle a complètement crevé le plafond avec plus de 20% des voix. Donc c'est pas vraiment une résurgence nouvelle, mais il y a une accélération, et il y a surtout, ce qui est inédit, c'est l'ampleur vraiment du vote et de l'adhésion peut-être des Allemands à ce parti. C'est pas forcément facile à dire non plus. Alors je pense que le vote pour l'AfD reste un vote de contestation, mais que le vote d'adhésion progresse. Alors, il n'existe pas encore de chiffres ou d'analyses sur le scrutin qui vient d'avoir lieu, mais on sait par exemple que pour le scrutin de Thuringe qui avait eu lieu en septembre 2024, que la moitié des électeurs qui ont donné leur voix à l'AfD le faisaient par conviction. Et donc la conviction ou le vote d'adhésion progresse assez nettement quand même. On peut dire quand même que là, dans le contexte actuel, l'AfD a bénéficié de pas mal de facteurs conjoncturels qui leur ont facilité la tâche. Par exemple, le discours de crise ambiant, par exemple, l'Allemagne se trouve vraiment en ce moment dans une crise économique assez importante, une crise géopolitique aussi, qui est quand même assez importante, avec le bouleversement de la guerre en Ukraine, avec le détournement des Américains aussi de l'Europe. C'est un choc en Allemagne. Il y a une crise politique aussi, avec la rupture de coalition tripartite en novembre, donc les gens étaient peut-être un peu déboussolés. Donc je pense que ça a joué. Et puis l'AfD a bénéficié d'autres facteurs. Par exemple, il y a eu des attentats. Il y en a eu pas mal ces derniers temps, ces derniers mois. Il y en a eu à Schaffenburg, il y en a eu à Solingen, il y en a eu un là récemment à Berlin aussi, c'était une attaque antisémite. Et donc ça a nourri un sentiment d'insécurité qui reste assez fort, parce que ces attentats ont été perpétrés par des personnes en situation irrégulière. Et c'est ce qui explique aussi que le thème de la migration était au centre de la campagne électorale. Et comme c'est le thème de prédilection de l'AfD, elle a pu surfer complètement sur ces discours qui demandaient un durcissement de la politique migratoire. Donc elle a profité de ça aussi. Et le dernier point, c'est qu'elle a bénéficié du soutien des États-Unis. Donc elle a bénéficié du soutien de J.D. Vance, par exemple, qui a rencontré Alice Weidel lors de la conférence de sécurité à Munich, alors qu'il n'a pas rencontré le chancelier Scholz. Elle a bénéficié de Elon Musk aussi, qui est intervenu plusieurs fois dans la campagne électorale et qui a appelé de manière vraiment de manière régulière à voter pour l'AfD sur son réseau X. Et elle a profité aussi du soutien de Trump, qui a invité Alice Weidel et Tino Kruppala, les deux dirigeants de l'AfD, à la cérémonie d'investiture. Donc il y a une forme de normalisation là, qui s'est effectuée et qui a été accompagnée par une très forte médiatisation de l'AfD aussi pendant la campagne. Et donc ça explique que les gens ont peut-être eu moins de scrupules à voter pour un parti d'extrême droite parce qu'il a été un peu normalisé. Oui. Alors Merz a complètement joué avec le feu.
Ce jour-là, c'était le 30 janvier. Il a complètement joué. Il voulait, comment dire, se valoriser un peu dans la campagne. Il voulait attirer, je pense, les projecteurs médiatiques aussi. Donc c'est pour ça qu'il voulait se présenter comme quelqu'un qui agit face à l'urgence, et l'urgence qui était considérée comme une urgence migratoire. Et donc il a proposé ce texte qui demandait quand même une forme de durcissement assez musclé de la politique migratoire, et qui reprenait en partie des idées de l'AfD, effectivement. Et il a dit tous les députés qui le souhaitent peuvent voter pour ce texte. Donc ce n'était pas une alliance avec l'AfD, mais il n'excluait pas non plus l'AfD dans le vote. Parce que normalement, on essaye de voter plutôt avec les partis démocratiques. Et donc l'AfD, bien sûr, a voté massivement pour ce texte, et ce texte est passé. Donc comme vous l'avez dit, il n'a aucune obligation juridique, on n'est pas obligé de l'appliquer, mais c'est une victoire symbolique pour l'AfD, très clairement. Et 2 jours après, il y a eu un autre débat au Parlement sur un autre texte migratoire qui, cette fois, était vraiment un texte de loi. Et on a l'impression que, comme il y avait eu effectivement ce tollé général et qu'il y a eu ces manifestations, etc., Merz a été beaucoup moins offensif pour défendre ce texte-là. Et ce texte-là, en définitive, n'est pas passé, alors que l'AfD a à nouveau voté pour ce texte, pour le faire passer, pour embêter Merz aussi. Donc Merz, on ne peut pas lui reprocher qu'il veuille une alliance avec l'AfD, parce qu'il sait que c'est impossible. Enfin, en tout cas, ça l'est encore. Il n'a pas perdu tant que ça de voix après Il en a perdu quand même. C'est pas un si bon résultat que ça. Après, Merz, c'est pas quelqu'un de très populaire à la base. C'était un bon score, mais c'était pas non plus un score formidable. Mais vous avez raison, il n'a pas non plus chuté dans les sondages de manière dramatique, hein, pas du tout. En revanche, ce qu'on observe, c'est que la Link, la gauche, le parti de gauche, que l'on pensait moribond et dont on pensait qu'il ne rentrerait pas au Parlement, a fait un bond incroyable, parce qu'il a réussi, lui, à se positionner comme véritable parti antifasciste contre l'AfD. Donc c'est ça un peu le contre-coup de l'offensive de Merz, c'est qu'il a renforcé l'extrême gauche, qui sinon ne serait sans doute pas rentré au Parlement. Elle en parle et on lui pose souvent la question. Elle dit qu'elle n'y voit pas du tout de contradiction. Elle dit que son parti n'est pas du tout homophobe, pas du tout LGBT-phobe. Non, au contraire. Que toutes les identités sont acceptées au sein du parti. Mais il est évident qu'elle doit vivre dans une espèce de dissonance cognitive tous les jours. Parce que son parti, il suffit de lire son programme. Le programme est clairement homophobe. Enfin, en tout cas, ils se sont opposés et elle-même s'est opposée aussi au mariage pour tous, par exemple, en 2017. Et donc c'est un peu une contradiction en soi, et elle doit vivre avec ça, et on la ramène souvent à ça, mais il suffit de dire que les femmes sont des hommes comme les autres, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas forcément meilleures que les hommes, et Alice Weidel est lesbienne certes, mais elle est raciste, et c'est ça qui motive avant tout son militantisme au sein du parti. Et elle est aussi avide de pouvoir, c'est-à-dire qu'elle est très contente, elle aime sa position de pouvoir, et donc elle peut faire fi en fait de ses contradictions privées. Là, pendant la campagne électorale, il y a lors d'un meeting, il y a un jeune homme qui lui a dit qu'il était homosexuel et qu'il avait peur. Qu'il avait peur de son parti, et il lui a demandé « Qu'est-ce que vous en dites ?» Et il dit « Ah, mais pas du tout, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, pas du tout, regardez-moi, voilà. Moi je vis dans un couple avec une femme, dans une famille homoparentale, ça se passe très bien, il n'y a aucun problème, etc. » Sauf que c'est un mensonge, très clairement c'est un mensonge, et je pense que c'est le parti très content d'avoir ce type de figure pour montrer la diversité et en quoi l'alternative est une alternative justement aux autres partis. Et oui, elle montre une forme de modernité alternative, mais qui est mensongère, parce que ça permet de dire que on n'est pas homophobe parce que nous avons des homophobes, nous ne sommes pas racistes parce que nous avons des personnes issues de l'immigration, et en définitive, il suffit de lire le programme et on se rend très bien compte de la vérité. Mais c'est pratique, parce que ça permet de brouiller complètement les repères. Et ça marche, ça marche.